Donc, oui, bonjour, je suis Thomas Chiec, je suis le porteur de cette chaire qui s'appelle Design avec l'intuition et la logique, avec mes 4 co-chairs, hein, dont 2 sont dans la salle et 3 doctorants qui sont affiliés à la chaire. Nous nous intéressons principalement à utiliser, à développer des méthodes d'intelligence artificielle hybride, ça va là, pour concevoir des molécules, plus précisément des protéines. Alors, quand vous faites du design, quand vous voulez designer un objet physique, bah, il faut combiner plusieurs types d'informations. C'est un objet physique qui doit satisfaire les lois de la physique. On nous a parlé de la gravité récemment, par exemple, c'en est une. Bien sûr, quand vous faites du design, vous avez envie de concevoir un objet qui a une fonction particulière, qui doit être originale. Et ça peut être exprimé aussi souvent sous forme de connaissance, sous forme d'une propriété que vous voulez voir le design satisfaire. Et puis, quand le design est difficile, eh ben, vous avez souvent devant vous plein d'exemples de design qui ont été faits dans le passé. Vous n'avez pas de mesure, de métrique dessus, mais ils existent et souvent, bah, tous les designers s'en servent, hein. Ça sert d'une source d'inspiration ou d'intuition. Dans ce cas-là, c'est bêtement des données. Et donc, pour faire du design, vous avez à combiner ensemble des connaissances pour les 2 premiers points, on va dire, et puis des données qui sont des exemples juste de design qui existent. Et donc, c'est un peu notre approche. Alors, comment on fait pour faire ça en pratique? On utilise de l'optimisation. Donc, il y a de l'optimisation partout. Donc, Jérôme serait très content, encore une fois. On utilise un solver, un outil d'optimisation qui travaille sur des variables discrètes qui s'appelle Toolbar2, qu'on développe dans l'équipe depuis plus de 20 ans. Et qui est chargé, c'est un outil de raisonnement automatique. Donc, voilà, c'est le côté logique et raisonnement du moteur. Il s'appuie sur une technologie dont on vous a déjà parlé ce matin, qui s'appelle la programmation par contrainte. Et c'est une technologie qui est essentiellement ciblée vers la résolution de casse-tête, pensée, emploi du temps, ordonnancement, planification. Voilà, ça va être des casse-têtes moléculaires. Et bon, c'est un solver qui a une certaine histoire, hein. Il a gagné plusieurs compétitions internationales. Et puis nos collègues allemands sont gentils avec nous parce qu'ils le comparent à un outil industriel d'optimisation sur variable discrète qui est bien connu, en disant du bien. Bon, voilà une idée de l'architecture qu'on utilise pour faire nos designs moléculaires. Donc, c'est une architecture vraiment hybride dans le sens que, alors, en haut à gauche, vous avez les connaissances physiques qui vont être injectées sous forme de ce qu'on appelle un champ de force. Donc, c'est une fonction énergie qui va être décomposable et qui va rentrer dans Toolbar2. Toolbar2, il a l'habitude d'optimiser les fonctions discrètes, donc ça rentre dans sa gamme de ce qu'il sait faire. En haut, vous avez une description des propriétés qu'on veut voir la molécule satisfaire. Encore une fois, elle s'exprime dans ce cas-là, c'est souvent sous forme de contraintes. Donc, ça va l'air des fonctions qui vont prendre des valeurs 0 plus l'infini. Plus l'infini, c'est interdit. Et puis, bah, la difficulté, c'est d'intégrer les données. Donc, il nous faut une couche de machine learning, deep learning. Et bien sûr, Toolbar2 étant un solver discret, propager des gradients à travers un solver discret, c'est difficile, hein. Les fonctions de l'os, la majorité sont constantes par morceau. Donc, le gradient est nul ou non défini. Mais Toolbar2 est au centre ici. Pourquoi? Parce que, en fait, et pour le design de protéines, ce que nous faisons dans la chaire, eh ben, il a montré, pour des raisons qu'on ne comprend pas complètement, des performances assez exceptionnelles. Donc, pareil, nos collègues américains nous encensent en nous disant qu'on a fait progresser l'état de l'art dans le domaine. Et puis, d'autres collègues américains l'ont comparé à l'ordinateur quantique D-Wave, en montrant que Toolbar2 était à la fois plus efficace et plus précis. Et pourquoi on veut concevoir des protéines? Alors ça, les protéines, ce sont les molécules qui font fonctionner tous les êtres vivants, depuis les virus, que vous connaissez bien depuis un certain temps, jusqu'à nous, avec des fonctions très variées, donc catalyse de réactions chimiques, transport de l'oxygène, les moteurs, hein, vous voyez que ça marche, les capsides qui protègent les virus. Ils ont des applications industrielles dans plein de domaines, en santé bien sûr, mais dans d'autres domaines, les enzymes gloutons de la lessive, c'est aussi des protéines. Elles sont biodégradables, donc c'est aussi très sympathique d'un point de vue d'impact environnemental. Et elles ont une composition chimique qui est extrêmement complexe, mais qui est assez facile à décrire. Ce sont des polymères linéaires, donc ils peuvent être décrits par une chaîne atomique centrale qui forme une ligne, on va dire. Quand on va mettre dans l'eau cette molécule, elle va se replier, adopter une certaine géométrie. Et la géométrie qu'elle va adopter dépend en fait des décorations qu'on a sur le côté de cette chaîne centrale. Et ces décorations, qu'on appelle des chaînes latérales, on a le choix entre 20 décorations possibles. Donc, c'est pour le côté discret de la description de la molécule, c'est très simple.
Et quand on veut finalement se poser la question des protéines, on en connaît plein, hein, parce que nos organismes, des virus jusqu'à nous, on en a inventé plein, la nature en a inventé plein. Comment on pourrait essayer d'apprendre les règles du choix de ces décorations pour arriver à concevoir une protéine qui adopte la forme qu'on veut quand on la met dans l'eau? Quand on a commencé à se poser ce problème, on a voulu commencer par un problème un petit peu plus facile, en fait. Et on s'est rendu compte que plutôt qu'apprendre dans un premier temps les règles du design des protéines, on allait apprendre quelque chose de plus simple, on connaît la solution, et on s'est intéressé à un premier problème qui essayait d'apprendre les règles de Sudoku à partir d'exemples. Un problème de logique, brutalement. Et dans le Sudoku, de la même façon, vous avez besoin de décider quel est le contenu d'une cellule, sachant le contenu des cellules voisines. Donc il y a une vraie similarité mathématique entre les deux problèmes. Ensuite, il y en a un qui est beaucoup plus simple que l'autre. Et ce dont on s'est rendu compte quand on s'est lancé là-dedans, c'est que nos collègues de Deep Learning se sont déjà beaucoup intéressés à ça. Donc vous voyez qu'à NeurIPS, en 2018, il y avait un premier réseau de neurones qui avait été proposé précisément pour apprendre à jouer au Sudoku. Il utilisait un peu moins de 200 000 échantillons. Et il arrivait à une précision quand même sympathique, c'est-à-dire dans 97% des cas, il arrive à résoudre les grilles de Sudoku, même très difficiles. L'année suivante, ICML 2019, SatNet arrive donc avec une architecture plus compliquée, avec une couche d'optimisation convexe différenciable, beaucoup moins d'échantillons, donc 20 fois moins, un peu comme dans l'exemple de Ruffin précédemment, et avec une précision qui a l'air d'être meilleure. En fait, c'est un trick, on va dire, parce que les grilles sur lesquelles ils ont testé sont très très faciles. Et si on teste leur outil sur des grilles plus difficiles, les performances s'effondrent. Donc, il faut se méfier des publications. Et puis nous, on a pris une approche beaucoup plus triviale, on va dire. On a utilisé les vieux outils de machine learning. Donc, on maximise une vraisemblance qui est concave, avec un outil d'optime convexe classique, ADMM. Mais le cocktail est très différent des précédents parce qu'on combine avec un solver discret, Toolbar 2. Et en fait, on arrive à garder la même complexité en termes d'échantillons. Donc, on va utiliser 10 000 échantillons, mais cette fois-ci, grâce au raisonnement automatique de Toolbar 2, on arrive à 100% de précision, y compris sur les grilles difficiles. Là-dessus, une thésarde de NITI est arrivée. Et, le but est d'aller jusqu'aux protéines, bien sûr, et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait rendre cette architecture totalement différenciable de bout en bout. Donc, on laisse tomber la techno machine learning. Par contre, on garde un peu les loss, ce n'est pas exactement les mêmes. Mais... Et on s'est posé la question d'entraîner et de définir une architecture pour apprendre les règles de Sudoku, apprendre à jouer au Sudoku en mélangeant un réseau de neurones et notre solver Toolbar 2 qui fait du raisonnement automatique sur les fonctions. C'est un réseau de neurones qui a une architecture avec des composants assez classiques, hein, perceptron multicouche avec des connexions résiduelles. Par contre, il est très atypique dans ses sorties, puisqu'il va produire en sortie, il va produire une description d'une fonction décomposable, donc un objet très riche avec beaucoup de paramètres. Et puis, les fonctions de perte, bien sûr, sont inhabituelles, parce qu'on utilise, alors, je l'ai appelé perforé ici, Marianne, j'espère que tu ne m'en veux pas. On utilise une pseudo-vraisemblance dite un peu améliorée, donc on l'a appelé perforé. On utilise une régularisation L1 qui ne pèse pas sur les poids du réseau de neurones, mais sur les poids de la fonction qui est en sortie du réseau de neurones. Et on arrive à gagner encore un facteur 10 sur les échantillons et à prédire encore Toolbar 2 derrière, donc 100% de précision sur des grilles dures. Des grilles dures, quand je dis grilles dures, c'est un humain a du mal à les résoudre. Elles sont plus dures que les diaboliques des journaux. Donc voilà. Et maintenant, on est passé aux protéines. Donc Marianne, on a complexifié énormément l'architecture. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. L'entrée est une géométrie de molécules. On veut que ça soit invariant à la rotation, à la translation, parce qu'une molécule, sa fonction n'est pas sensible à sa position dans l'espace. Et puis en sortie, elle produit une fonction énergie, un champ de force en quelque sorte, bien que ce soit un champ de force statistique dans ce cas-là. Et ce qu'on observe déjà sur nos exemples, sur des tâches annexes, c'est que cette fonction d'énergie est déjà meilleure que les plus récentes champs de force physiques ou physico-statistiques qui sont proposés dans l'outil le plus connu du domaine qui s'appelle Rosetta, par nos collègues à Seattle. Le petit inconvénient, c'est qu'elle est sensiblement plus dure à optimiser que ces champs de force. Donc Toolbar 2 tire un peu la langue des fois. Et donc on a la chance d'avoir une autre thèse dans la chaire qui travaille sur des outils d'optimisation convexe. Et on utilise donc un algo d'optimisation convexe qu'on a développé dans la chaire qui a été publié à ICML cette année. Et avec ça, on a fait plein de protéines. Alors une spécificité de la chaire, c'est qu'on pousse les choses jusqu'au bout. Donc on synthétise les protéines et on les teste pour de vrai, souvent en collaboration avec des collègues biochimistes.
Et donc, on a fait comme ça des protéines en collaboration avec le CRCT pour des objectifs de santé, avec des entreprises françaises sur l'environnement, ou des molécules, des enzymes, justement, qui sont capables de dégrader l'hémicellulose avec des applications potentielles dans les biocarburants. Et pour conclure, et puis bien sûr, l'intérêt de ce domaine de travail, c'est qu'on peut faire facilement de belles images. Donc là, vous avez des représentations de plusieurs des molécules qu'on a conçues avec l'anticorps qui est en bas, le nano-anticorps en bas à droite, et les couvertures de journaux sur lesquelles nos méthodes et nos résultats ont été mis en avant. Et donc, pour conclure, je voudrais parler il y a David qui est dans la salle, donc je voudrais parler d'un travail qu'on a fait, alors on va dire quelques mois après le démarrage du confinement, en se rendant compte qu'il y avait beaucoup de variants du Covid qui popaient dans la nature et qui détournaient, qui se permettaient de s'échapper des anticorps. Et on s'est posé la question, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, un peu comme on prédit la météo maintenant, après des années de progrès, est-ce qu'on ne pourrait pas prédire les variants des virus avant qu'ils apparaissent, ce qui nous permettrait de concevoir des vaccins polyclonaux, comme on dit, des vaccins qui vont pouvoir résister à plusieurs variants et donc vraiment les bloquer avant qu'ils naissent dans l'œuf. Et pour ça, on a utilisé la partie purement raisonnement automatique de tout ce que je vous ai présenté. Bien sûr, il n'y avait pas de données sur le Covid au début, à part juste une structure cristallo qu'on a utilisée. Il n'y avait pas de données d'épidémiologie au début. Donc, il ne s'agit pas de faire du machine learning ou du deep learning. On a vraiment juste utilisé toolbar 2 et les champs de force physiques pour énumérer tous les variants qui, d'un point de vue physique, conservent les bonnes propriétés qu'on peut espérer d'un virus. Il doit être stable, et il doit être affine pour le récepteur humain. Il a envie de se coller au récepteur humain. Et éventuellement, il est capable d'échapper aux anticorps. Et ce qu'on a fait donc, avec nos collègues américains de l'IPI à l'époque, l'Institut de la Protein Innovation, nos collègues ont effectivement synthétisé des pseudovirus, donc des virus démilitarisés, qui ne sont pas dangereux, mais qui vont porter les variants qu'on a prédits. Et on a prédit plusieurs variants qui sont effectivement contagieux et qui en plus échappent à tous les cocktails d'anticorps qui existent à l'heure actuelle. Et certains, parmi ceux-là, sont très différents des variants qu'on connaît. Et donc, on a la certitude, en gros, qu'il y a un espace de liberté pour le virus. Il faut espérer qu'il ne va pas le trouver. Il y a un espace de liberté sur lequel il va être capable de nous embêter encore pendant un moment et échapper à nos anticorps. Donc pour l'instant, c'est juste une preuve de concept, mais bien sûr, ça serait quelque chose d'intéressant si la pandémie continue ou pour la prochaine pandémie que le changement climatique pourra nous amener. Et voilà, je vous remercie.